Bien, je vois qu'on est déjà plus nombreux. Je vous propose donc que nous démarrions. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Moi aussi, je suis ravi de vous retrouver pour cette troisième dictée d'écriture inclusive qui est donc cette année 100% en ligne. Carole et moi allons peut-être pour commencer nous présenter. Donc moi, je suis Raphaël Haddad, je suis le fondateur et directeur associé d'une agence qui s'appelle Mots-Clés. Mots-Clés, c'est une agence qui s'intéresse et qui travaille sur les effets sociaux des mots, la manière dont les mots façonnent, transforment les réalités. Et évidemment que les mots, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, ont une influence majeure sur le terrain de l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est par le langage qu'on met en visibilité ou qu'au contraire, on occulte la réalité d'une société mixte. Et c'est notamment ce qui nous a valu cet engagement autour de l'écriture inclusive qui a fait l'objet manuel qui s'affiche sur votre écran et que vous avez normalement déjà reçu il y a quelques minutes ou peut-être téléchargé, qui est disponible en ligne sur le site de l'agence. Bonjour, donc moi, Carole Thomas, donc je suis directrice de la communication et surtout je suis ici avec vous ce soir au nom de toute femme, toute communicante, pardon. Donc un réseau qui fait partie de l'association Comment, donc des professionnels de la communication. Et ce réseau a pour objet finalement de sensibiliser notre profession à sa responsabilité, c'est-à-dire que reproduire finalement les clichés sexistes, c'est souvent ce que nous faisons au travers de notre langage, au travers des images que nous utilisons. Donc nous allons dans les entreprises, nous allons dans les agences, nous allons à l'université, dans les écoles, pour essayer de vraiment former les futurs et les actuels communicants et communicantes à une communication non sexiste. Pour ça, on a notamment rédigé un guide de communication non sexiste. Et Mots-Clés, Raphaël nous a largement inspiré sur la question du langage. Voilà. C'est aussi... Vas-y, Carole, je te laisse. Oui, alors je passe tout de suite aux règles, hein, puisque on est dans un format. L'année dernière, c'était très sympa de vous voir, de vous toucher, j'allais dire. Donc avec ce format, on a quelques contraintes. La première, j'avais envie de vous le montrer, c'est de vraiment vous isoler, d'avoir votre propre lieu. Soyez au calme. Mais on a aussi, en préparant cette dictée, la possibilité finalement d'avoir avec soi des enfants. Ça peut être sympa de pouvoir parler de ça avec ses enfants. Ensuite, vous avez soit un papier, soit votre fichier Word sur votre ordi, puisque nous allons écrire, on va dicter. Et puis, dernière règle, vous l'avez déjà compris avec tous ces bonjours, vous avez le petit picto qui vous permet de poser vos questions, de chatter. Il y aura des moments dédiés à nos échanges. Alors Raphaël, nos partenaires peut-être? Oui, c'est ça. Alors je vois Louisa réagir. En effet, il y a un article qui vous explique comment vous pouvez installer le point médian sur votre clavier sur le blog du site de l'agence. Donc vous pourrez le retrouver si vous voulez. Nos partenaires que je remercie de s'associer à cette édition, c'est d'abord le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. On aura un peu plus tard dans la soirée une intervention de sa présidente, Brigitte Grésy, qui a été… le Haut Conseil est engagé de longue date sur l'écriture inclusive notamment. Ils ont notamment été à l'origine d'un guide qui a été vraiment un élément pionnier à la fois du point de vue des institutions, mais aussi plus largement, puisque nous-mêmes, ce manuel s'est largement appuyé sur ce guide pour une communication publique sans stéréotype de sexe. Et puis notre deuxième partenaire, c'est TV5 Monde. TV5 Monde qui s'associe à cet événement à deux titres et que je remercie. Le premier titre, c'est évidemment son engagement éditorial en faveur de l'égalité femmes-hommes. Certaines et certains d'entre vous connaissent sans doute le magazine Terrienne. Et puis la deuxième raison, je vois les réactions sur le live, c'est qu'en effet, cette dictée d'écriture inclusive, c'est une illustration de la vitalité de la langue française telle qu'elle existe partout dans le monde, partout dans la francophonie. Et on a en effet des personnes qui suivent cette dictée, beaucoup de France, bien sûr, mais aussi de Belgique. Je lis que quelqu'un est de Nouméa, j'ai lu tout à l'heure une personne de Providence également. Et donc, on a des personnes qui viennent du monde entier, du Québec, du Canada, des États-Unis, de Belgique, d'Afrique francophone également, qui suivent cette dictée. Je vois même d'Argentine.
Voilà, bonjour à vous toutes et à vous tous. On est ravis de pouvoir faire ça avec TV5 Monde et de pouvoir vous avoir avec nous sur ce live. On rentre dans le vif du sujet, l'écriture inclusive. Alors, peut-être commencer par une définition tout simplement. L'écriture inclusive, on aime la définir comme d'attention graphique, d'attention syntaxique, qui vont vous permettre d'assurer une égalité des représentations entre les femmes et les hommes. Il y a deux mots qui sont importants dans cette définition. C'est le mot ensemble, d'une part. En fait, l'écriture inclusive ne se limite pas au point milieu, contrairement à ce qui a parfois été dit. Un ensemble de pratiques qui, ensemble, vont pouvoir permettre de mettre en visibilité, d'assurer une égalité des représentations entre les femmes et les hommes. Et puis le deuxième mot qui est important, c'est celui d'attention. On parle non pas de règles d'écriture inclusive, mais de conventions d'écriture inclusive, parce que la question, c'est comment, sans faire sécession avec la langue telle qu'elle est constituée, en fait, Eliane Viennot, qui nous rejoindra dans quelques minutes, aime dire que la langue n'est pas sexiste, ce sont les usages que l'on en fait qui peuvent l'être. Et en fait, c'est autour de cette idée-là que se retrouve cette notion d'attention. La question, c'est comment, dans nos pratiques, on peut réinjecter, remettre en visibilité les femmes dans la manière d'écrire, dans la manière de parler aussi, en faisant preuve d'attention plutôt qu'en proposant des règles alternatives. Alors, je vais demander à Eliane Viennot, qui nous fait l'honneur de participer à de bien vouloir nous rejoindre. Eliane, tu peux monter sur scène avec nous. Il y a beaucoup de marches, hein, donc ne vous inquiétez pas, elle arrive. Voilà, Eliane est en train de se connecter. Bonjour Eliane. Bonjour, j'espère que vous allez me voir. On te voit. Ah, bon. On te voit très bien. Donc Eliane, la presse aime te présenter comme la papesse de l'écriture inclusive. Un mot dont tu t'es toi-même beaucoup amusé sur les réseaux sociaux. On se connaît bien, donc je me permets de te tutoyer. Tu es professeuse et tu insistes sur professeuse et pas professeur. Tu nous expliqueras sans doute pourquoi tout à l'heure. Émérite de littérature française de la Renaissance, tu es autrice d'un certain nombre de travaux de référence sur la question du langage inclusif, plus largement que celle de l'écriture inclusive, et notamment de ce petit livre paru aux éditions X, il y a 1 an déjà, et d'ailleurs tu m'avais fait avec Chloé Sebag, que je salue si elle est avec nous, l'honneur de nous demander de postfacer ce livre, et donc on y avait ajouté un petit argumentaire. Alors Eliane, on était ensemble il y a déjà 1 an pour la 2e dictée d'écriture inclusive, ça fait maintenant 1 an est passé, de l'eau a coulé sous les ponts. Est-ce que tu peux nous dire, de ton point de vue, qu'est-ce qui a changé sur le terrain de l'écriture inclusive et au-delà, évidemment, sur les enjeux d'égalité femmes-hommes au travers de cette manière d'écrire? Alors, de mon point de vue, et puis j'observe aussi beaucoup un certain nombre de médias, voilà, d'entreprises, etc. De mon point de vue, on a encore progressé. On avait déjà beaucoup progressé après la grande polémique de l'automne 2017, mais on a bien avancé et de nos jours, on est passé d'un moment un petit peu de comment dirais-je, où on a beaucoup discuté de la féminisation des noms de métiers. En fait, ça fait 40 ans qu'on discutait de la féminisation des noms de métiers. Et non seulement cette année, en 2019, l'Académie a, je sais pas, sorti le drapeau blanc, hein, elle a fait un rapport en disant qu'elle était finalement d'accord avec l'idée qu'il fallait parler des femmes au féminin, mais on est allé bien plus loin en fait depuis 2 ans, on va bien plus loin. Aujourd'hui, on se pose la question non plus de parler des femmes avec des noms féminins, ce qui grosso modo est une guerre gagnée, c'est une bataille gagnée en tout cas, mais on se pose aujourd'hui très nettement une question bien plus vaste, hein, c'est vraiment la partie immergée de l'iceberg, comment parler des populations mixtes sans sexisme, c'est-à-dire comment mettre en cause en fait ce qu'on appelle généralement le masculin générique, enfin ce qu'on nous a vendu comme théorie du masculin générique et qui n'est pas générique, hein, qui en fait travaille à invisibiliser tout le temps les femmes. Et ça, je trouve que on a progressé sur ce terrain.
Super, Eliane. Alors, il y a quand même encore des résistances. On pense notamment à cette crise Covid avec beaucoup de femmes dont on a parlé au masculin. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Alors oui, effectivement, et je trouve que la crise a permis de prendre conscience de cela, parce que en général, les gens n'en ont absolument pas conscience. Et là, on a eu l'occasion dans les raidissements, parce on assiste à des raidissements masculinistes, évidemment, dans les unes qu'on a pu voir. Il se trouve que donc on a vu l'espèce d'absurdité qu'il y a à saluer le travail de femmes qui parfois sont à plus de 90% dans leur profession et à parler d'elles au masculin. Et pour une fois, ce débat, enfin cette question qui en général ne retient que des petits milieux, nous autres linguistes, etc. Là, ça s'est vu grandeur nature. Donc quelque part, on a vu, ce n'est pas un recul en fait, oui, il y a une crispation par des gens, on voit bien qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec l'idée qu'il va falloir changer notre manière de parler pour faire voir les femmes, hein, surtout quand on parle d'elles. Mais il y a pour moi, c'est un progrès, le fait que le débat est devenu quasiment public sur cette question. Alors, Eliane va nous accompagner tout au long de la dictée pour nous faire part de ses remarques et des solutions hein, quand on écrit. Mais tout de suite, on va s'atteler aux conventions de l'écriture inclusive. Hein. Il y en a 3 très importantes. La première peut vous sembler évidente et pourtant, elle ne l'est pas. Accorder en genre les noms de fonctions, grades, métiers et titres. Exemple, directrice, conseillère, soignante. La seconde... La seconde convention, Eliane, tu veux peut-être réagir sur la première avant que je ne passe tout de suite à la... Oui, c'est un peu ce que je disais, c'est que grosso modo, tout le monde est d'accord maintenant. Il reste deux, trois petites choses à faire des progrès, de 3 endroits où il faut faire des progrès, notamment de mon point de vue, c'est de revenir pour quelques fonctions qui sont encore très marquées au point du masculin et qui ont été féminisées depuis une trentaine d'années, un peu pour l'œil. On a fait des féminins pour l'œil. Alors c'est ce dont tu parlais tout à l'heure, Raphaël, que par exemple le terme professeur, on a dit on dit professeur maintenant, mais en fait on met un E. Sauf que le « il s'entend pas. Et en fait, le bon mot, le vrai mot, c'est professeuse. C'est un mot qui a existé pendant des siècles et ce qui est la même chose que coiffeur, coiffeuse, danseur, danseuse, professeur, professeuse. Si ce mot n'avait pas été condamné pendant vraiment très très longtemps puisque Becherel le condamne déjà au milieu du 19e siècle, eh bien nous l'utiliserions tout à fait normalement. Donc là-dessus, globalement, les gens aujourd'hui sont d'accord pour utiliser des mots féminins. Il reste à ce que ce soit les mots qui sont les plus naturels, on va dire les plus spontanés pour la langue française, mais c'est un petit détail au fond. Oui. Eliane, il y a un argument à ce sujet que tu avais déjà eu l'occasion d'évoquer, qui moi m'a parlé, c'est qu'en fait, on ne peut pas au nom de l'écriture inclusive créer une langue proposer une langue qui va être truffée d'exceptions et qui va d'une certaine manière renforcer l'élitisme de cette langue. Et donc respecter la structure morphologique naturelle des mots. Un mot qui termine en EUR au féminin, c'est EUSE. Un mot qui termine en TEUR en général au féminin, c'est TRIS. C'est sans doute la bonne manière de faciliter l'accessibilité de cette écriture inclusive. La deuxième convention, c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure d'attention. Eh bien, lorsqu'on va rencontrer un masculin générique ou un masculin englobant ou un masculin qui vaudrait prétendument neutre, on va essayer d'utiliser le féminin et le masculin. Et pour ça, on a 3 possibilités. La première, c'est l'énumération par ordre alphabétique. Dans l'exemple qui vous est proposé là, c'est par exemple tous et toutes. Hein, tous précèdent toutes dans l'ordre alphabétique et donc on mettra tous et toutes. Les étudiantes et les étudiants, par exemple. Première possibilité. La deuxième possibilité, c'est de recourir à des mots qui sont des mots qu'on appelle épicènes ou alors d'utiliser plus largement ce qu'on va appeler des reformulations englobantes. Il y a beaucoup de mots dans la langue française qui sont hermaphrodites, qui s'écrivent de la même manière pour une femme ou pour un homme. Le mot journaliste, par exemple, on dira un ou une journaliste. Le mot membre
qui s'affiche ici. On dira un ou une membre dans le monde de l'entreprise, un ou une cadre, etc. Et donc, on va pouvoir chercher un mot épicène, ou alors on va pouvoir chercher plus largement une reformulation englobante. Les étudiants pourra être remplacé, par exemple, par les élèves. C'est un mot épicène, mais ça peut aussi être remplacé par la population étudiante. Et là, ce qu'on appelle une reformulation englobante. Et puis, la troisième possibilité, c'est de faire ce qu'on appelle un usage raisonné du point médian. J'insiste sur le mot raisonné, c'est-à-dire qu'on va limiter l'utilisation du point médian aux mots dont la forme au masculin et au féminin est proche. C'est en général les mots qui vont avoir une lettre d'écart, le E dans la plupart des cas, étudiant, étudiante, il y a un E de différence, ou alors des mots sur lesquels on va avoir un EL ou un EN à la fin. Par exemple, citoyen, citoyenne, professionnel, EL, professionnel, E2LE. Là, on est sur des formes qui sont des formes suffisamment proches pour que ce point milieu soit utilisable, qui en fait a une vocation d'abréviation. Exactement comme quand on rencontre un monsieur s'écrivant M point, on comprend qu'à l'oral, en fait, ça ne se dit pas M point, ça se dit monsieur. Et bien là, étudiante.es, ça se dira étudiante et étudiant à l'oral. Voilà la deuxième convention. Vous pouvez recourir à l'une de ces trois possibilités-là en fonction du contexte, de votre sensibilité, de votre attention. Ça veut aussi dire que virtuellement, si vous êtes rétif ou rétive au point milieu, vous pouvez parfaitement avoir une écriture totalement inclusive sans jamais recourir au point milieu, même si on va le voir au travers de la dictée, il est parfois bien commode. Oui, je peux peut-être juste ajouter en insistant sur le fait que on voit souvent, par exemple, écrit étudiant.e.s et que le deuxième point est inutile. Ce qu'on veut signifier, c'est avec un seul mot, puisque c'est une abréviation, on va plus vite, on prend moins d'espace. On veut signifier le mot masculin et le mot féminin, c'est tout ce qu'on veut signifier. Et on n'a pas besoin de mettre le deuxième point. En fait, le deuxième point, il nous vient du système, c'est un héritage du système des parenthèses, puisqu'il y a quelques années, on n'utilisait pas le point médian, on utilisait le système des parenthèses. Et donc, évidemment, avec des parenthèses, il y en a deux. Et donc, ensuite, on a mis deux traits d'union, deux ceci, deux cela. Mais en fait, avec le point médian, on n'en a pas besoin. Les mots au pluriel, un seul point suffit. Montrons tout de suite ça au travers d'un exemple. Donc la phrase « Les étudiants ont apprécié la conférence ». Dans l'hypothèse où les étudiants recouvriraient une population mixte composée de femmes et d'hommes, on pourra ou alors dire « Les étudiantes et étudiants », première possibilité. La deuxième possibilité que j'évoquais à l'instant, c'est de remplacer par la population étudiante. La troisième possibilité, c'est de mettre les étudiants.es en le formant comme Eliane vient de nous l'expliquer. Voilà, et moi juste, je complète parce que je vois pas mal de gens de la com là dans les personnes qui assistent au webinaire. C'est vrai que c'est toujours très drôle dans l'entreprise quand vous vous faites tacler sur l'écriture dite inclusive. En fait, il suffit d'écrire sans point médian, de l'utiliser pour quelques mots incontournables et pour marquer le coup, genre salarié, pour que personne ne le voit en fait, hein, tout simplement. Donc, nous, avec mon équipe, on a plutôt pris ce parti-là. C'est-à-dire on fait attention à ce qui est du féminin et du masculin, pas forcément de la double flexion, c'est aussi dans la façon de formuler avec des participes présents, etc., qui permet de faire apparaître le féminin. Voilà. Et la troisième, je vois la troisième règle, grande règle qui s'affiche sur l'écran, c'est le fait d'éviter de parler de mots singuliers pour signifier par exemple la femme ou l'homme. La femme, quand on parle de la journée de la femme, non, c'est pas la journée de la femme, c'est la journée des droits des femmes. Et surtout l'homme qui nous pose de gros problèmes, puisqu'on nous a expliqué, enfin, l'Académie nous explique depuis la fin du XVIIe siècle que ce mot veut dire humanité. En réalité, non, ce mot veut dire homme. Donc, il faut se débrouiller quand on veut parler de l'humanité, de l'évolution de l'humanité, des droits humains. Il faut le dire autrement. Alors, on a le mot humain qui est un excellent synonyme
l'usage de l'homme actuel, c'est-à-dire on peut parler des droits humains, on peut parler l'humain, c'est aussi quand on parle en anthropologie, l'évolution de l'humain. Voilà, c'est pas l'homme qui a évolué, c'est notre race, c'est l'humanité, c'est l'humain. Et puis, bien entendu, ça veut dire, il ne s'agit pas de réécrire les textes historiques où il y avait ces expressions. Par exemple, le terme, vous voyez sur l'écran, là, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, il n'est pas question de la toucher. D'abord parce que ça serait faux de la toucher. C'était une phrase très bien écrite à l'époque, ça ne concernait que les hommes. Mais en revanche, depuis 1944, parler des droits de l'homme, c'est oublier la moitié de l'humanité. Donc, il faut éviter ce l'homme, quelle que soit la reformulation qu'on donne. On peut parler de la population, on peut parler de l'humanité, on peut parler des droits de la personne, par exemple, comme font les Canadiens et les Canadiennes. Voilà, donc le tout, c'est d'éviter ce prétentieux-là qui voudrait se faire passer pour les femmes, les enfants, les gens qui sont ni vraiment hommes, ni vraiment femmes, etc. Il faut parler de l'humain. C'est vraiment inclusif. Exactement. Donc je vois beaucoup de réactions sur le chat. Merci. On essaye de les traiter au fil de l'eau. Vous avez donc ce manuel qu'on évoquait tout à l'heure qui est disponible au libre téléchargement sur le site de l'agence mots-clés, dans lequel vous pourrez retrouver tout ce qu'on vient de vous dire. Vous pourrez aussi y retrouver des arguments, c'est-à-dire que très souvent, au-delà de la question de la pratique, c'est quelque chose sur lequel on peut être amené à débattre, à discuter, à convaincre. Et donc, on a aussi eu envie, au travers de ce manuel, de vous proposer un argumentaire et un contre-argumentaire. Donc, vous pourrez trouver un certain nombre de justifications ou de réponses à des contre-arguments fréquemment opposés à l'écriture inclusive. Eh bien, ça va être à vous. Alors, je vais demander, si vous voulez bien, à Aurélie Saada de nous rejoindre. Aurélie, est-ce que vous pouvez monter sur scène? Et moi, à partir, c'est ça? Pas encore. Pas encore. Tu peux rester avec nous. On va partir ensemble dans quelques instants. Scène à Aurélie. Alors, Aurélie, je vois que le public t'appelle exactement comme dans un concert. C'est vrai. On a des Aurélie sur le chat. Ouais, c'est sympa. Bonjour Aurélie, un grand merci d'être avec nous. Alors moi, je suis allé sur... on peut se tutoyer, c'est ce qui me vient spontanément. Est-ce que c'est possible? Bien sûr. Alors, en préparant cette dictée, je suis allé regarder sur ta page Wikipédia. J'ai vu que tu te présentais comme chanteuse, comme compositrice également. On pourra avoir une discussion sur le mot auteur ou sur le mot autrice, mais en tous les cas, il y a cette attention. Alors moi, quand je t'ai contacté par l'intermédiaire de Nicole Felouz, qui, je sais, est avec nous et que je remercie pour cette mise en relation, tu as tout de suite accepté. Et puis, j'ai aussi vu une story passer sur ton Instagram, où tu te disais « ravi, honoré de participer à cette dictée ». Et en fait, j'avais envie, peut-être pour commencer, de t'entendre sur le sens de cet engagement et ce que ça peut représenter aussi dans ton quotidien. Mais un petit problème, on a perdu. Alors ouais, on a perdu Aurélie. Je pense qu'elle est descendue de scène, mais j'imagine qu'elle nous entend. Sinon, on va vérifier tout de suite. Et donc peut-être Eliane, puisque Aurélie a parlé d'auteur sur son compte, on disait qu'on allait lui proposer autrice, un tout petit mot sur le débat auteur-autrice. Oui, alors auteur avec un E fait partie de ces féminins qui ont été proposés dans les années 80, à partir des années 80, à cause de la frustration des femmes d'être appelées au masculin, mais c'est pas le bon mot. Le bon mot, c'est autrice. Autrice, compositrice, regardez comme c'est naturel, autrice, traductrice, éditrice, lectrice. Et donc, j'ai demandé aux gens de Wikipédia si c'était possible de vous présenter
de présenter Aurélie comme autrice. Je ne sais plus, il y a un autre deuxième nom après. Compositrice. Autrice-compositrice. Et donc, Réalisatrice. mon contact chez Wikipédia est tout à fait d'accord pour faire le changement, mais comme c'est un peu tendu dans cette communauté, elle me propose de dire à la demande de l'autrice. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour ce changement? C'est très marrant. Il faut que les comptes Wikipédia ne sont absolument pas nourris par les personnes qui sont un tas de bêtises sur mon compte Wikipédia. Voilà, donc il y a des gens qui choisissent de... Voilà, donc bon, faut pas vraiment se fier à Wikipédia. Je trouve qu'aujourd'hui, on a des moyens de se présenter de façon personnelle qui sont certainement plus... moins n'importe quoi, je crois, que Wikipédia. Sur mon compte Instagram, compositrice, réalisatrice. Super. Ouais. Alors Aurélie, je ne sais pas si tu m'as entendu, parce qu'à un moment, on a été déconnectés. Tu m'entendais toujours? Non, ça avait coupé. On m'avait dit que mon compte avait été pris par quelqu'un d'autre. Ok, bon. Eh bien, pour l'instant, tu es avec nous, tant mieux. Donc, je te répète, ma question, c'était, en fait, quand on t'a approché pour énoncer cette dictée, tu as tout de suite accepté. Puis, quelques jours après, sur Insta, tu as fait un post, une story dans laquelle tu te disais ravi et honoré de faire cette dictée. Et donc, on avait envie de savoir ce que cette pratique d'écriture inclusive représente pour toi. Pourquoi tu as accepté si vite? Et puis, est-ce que c'est quelque chose qui est présent dans ton quotidien? Oui, c'est présent dans mon quotidien. Alors moi, je vis dans un monde de femmes. Je suis élevée par ma mère. Je passe le plus clair de mon temps avec ma sœur et j'ai 2 filles que j'élève seule. Donc, nous, que le masculin l'emporte systématiquement, c'est assez énervant. On ne comprend pas très bien. D'ailleurs, ma fille toute petite, Shalom, une de ses toutes premières questions, elle m'a dit « Mais maman, pourquoi on dit les hommes et pourquoi on ne dit pas les humains? Et puis même, pourquoi on ne dit pas les humaines quand il y a plus de femmes ?» Et c'était mignon, elle était toute petite, vraiment toute petite. Et je pense que, voilà, donc c'est des questions qui intéressent. Et puis, quand on a dit ma professeuse la première fois, on nous a tapé sur les doigts en nous disant « Mais mon Dieu, mais qu'est-ce que vous dites? Voyons, on ne dit pas ça. » Et donc, on a eu toujours l'impression de faire des erreurs, que ça sonnait comme des erreurs quand on voulait féminiser, enfin, parler au féminin. Et je trouve ça tellement formidable aujourd'hui de se dire que voilà, les choses vont se rétablir ou se créer et puis que le monde bouge et pour le mieux aussi parfois. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Alors, on va le faire, puisque tu as l'habitude d'être sur scène, en tous les cas, davantage que nous. On va le faire tout de suite de la manière suivante. On va descendre de scène, te laisser la scène seule pour énoncer cette dictée. Et donc, tu seras sur grand écran dans quelques instants, ce qui sera plus agréable pour suivre cette dictée. Carole et moi vous disons à tout à l'heure. Merci Aurélie, la scène est à toi. Ok, merci. Alors, je vais vous lire, je vais le lire assez doucement pour que vous ayez le temps. Je crois que c'est comme ça qu'on fait des dictées. Voilà. C'est un texte qui est composé d'extraits d'un dossier pédagogique de Santé publique France, publié le 1er avril 2020, traitant de la réserve sanitaire. Donc c'est un peu moins poétique que peut-être ce que vous imaginiez, mais c'est très intéressant, justement, par rapport à tout ce qui vient d'être énoncé avant. Alors, on y va, c'est parti. Santé publique France a pour mission de protéger la santé des populations. Son objectif est de renforcer les capacités de coordination essentielles à la gestion de crise. Je répète. Son objectif est de renforcer les capacités de coordination essentielles à la gestion de crise. Point. Pour remplir ses missions d'intervention, virgule, Santé publique France anime et coordonne la réserve sanitaire composée de 3800 professionnels de santé volontaires engagés. Je répète. Pour remplir ses missions d'intervention, virgule,
Santé publique France anime et coordonne la réserve sanitaire composée de 3800 professionnels de santé volontaires engagés. Alors, Aurélie, je vais faire un truc qu'on ne peut jamais faire en vrai. Tout métier confondu. On ne peut jamais faire ça en vrai, mais je vois pas mal de réactions disant que ça va trop vite. Et donc, à mon avis, il faut reprendre Médecin. plus lentement, si c'est possible. Infirmier. Vous ne suivez pas. Je vais trop vite? Est-ce que je vais trop vite? Oui, je reprends du début, bien sûr. Je reprends depuis le tout début. Alors, je vais trop vite. Je n'ai jamais été vraiment maîtresse. Alors, Santé publique France. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que je suis revenue? Oui? Ça marche, ok. Too fast. J'ai vu. Pardon. Je reprends depuis le tout début. Je m'approche de vous. Alors, Santé publique France a pour mission de protéger la santé des populations. Point. Son objectif est de renforcer les capacités de coordination essentielles à la gestion de crise. Point. À la ligne. Pour remplir ces missions d'intervention, virgule, Santé publique France anime et coordonne la réserve sanitaire pour remplir d'intervention, virgule, Santé publique France anime et coordonne la réserve sanitaire composée de 3800 professionnels de santé volontaires engagés. Pour remplir ses missions d'intervention, virgule, Santé publique France anime et coordonne la réserve sanitaire composée de 3800 professionnels de santé volontaires engagés, virgule. Tout métier confondu. Est-ce que ça va? Le rythme est bon? Cécile, est-ce que ça va mieux? Oui, ok, super. Donc, tout métier confondu. 2 points. Médecin, infirmier, aide-soignant, sage-femme, virgule, ambulancier, virgule, directeur d'hôpitaux, virgule, ingénieur sanitaire, virgule, etc. Point. Et l'établissement pharmaceutique. Point. Je vous relis ce petit paragraphe. Pour remplir ses missions d'intervention, virgule, Santé publique France anime et coordonne la réserve sanitaire composée de 3800 professionnels de santé volontaires engagés, virgule. Tout métier confondu, 2 points. Médecin, virgule, infirmier, virgule, aide-soignant, virgule, sage-femme, virgule, ambulancier, virgule, directeur d'hôpitaux, virgule, ingénieur sanitaire, virgule, etc.
et l'établissement pharmaceutique. À la ligne. La réserve sanitaire a été créée en 2007. Ah, attendez, quelqu'un écrit quelque chose, son objectif pour... Ah, après hôpitaux, pardon, attendez, alors attendez, alors, après hôpitaux, vous me dites? Alors, attendez. Pour la santé publique France, anime et coordonne la réserve sanitaire composée de 3800 professionnels de santé volontaires engagés, tous métiers confondus, médecins, infirmiers, aides-soignants, sages-femmes, ambulanciers, directeurs d'hôpitaux, virgule, ingénieurs sanitaires, Odile Mathioda, voilà, ingénieur sanitaire, virgule, etc. Point. Et l'établissement pharmaceutique. Point. À la ligne. Merci à vous. Je suis désolée d'aller trop vite. Alors, la réserve sanitaire a été créée en 2007. Suite à l'épidémie de chikungunya à La Réunion. Point. La réserve sanitaire a été créée en 2007, suite à l'épidémie de chikungunya à La Réunion. Point. L'objectif de cette création était de disposer de professionnels de santé. L'objectif de cette création était de disposer de professionnels de santé volontaires pouvant être mobilisés par l'État. L'objectif de cette création était de disposer de professionnels de santé volontaires pouvant être mobilisés par l'État très rapidement en cas de situation sanitaire exceptionnelle. Je répète, l'objectif de cette création était de disposer de professionnels de santé volontaires pouvant être mobilisés par l'État très rapidement en cas de situation sanitaire exceptionnelle. Point. La réserve sanitaire a ainsi en charge l'engagement, virgule, la formation, virgule, l'équipement et la mobilisation de réservistes sanitaires. Je répète, la réserve sanitaire a ainsi en charge l'engagement, virgule, la formation, virgule, l'équipement et la mobilisation de réservistes sanitaires. Tout le monde suit? Ok, super. Donc, point. À la ligne. Elle peut être mobilisée
Elle peut être mobilisée par le ministère en charge de la santé. Elle peut être mobilisée par le ministère en charge de la santé. Virgule. Mais aussi sur demande du directeur général, mais aussi sur demande du directeur général d'une agence régionale de santé. Entre parenthèses, ARS. Je reprends. Elle peut être mobilisée par le ministère en charge de la santé, virgule, mais aussi sur demande du directeur général d'une agence régionale de santé, entre parenthèses ARS, et par le ministère des Affaires étrangères, et par le ministère des Affaires étrangères, dans le cas où des ressortissants français seraient impactés. Elle peut être mobilisée par le ministère en charge de la santé, virgule, mais aussi sur demande du directeur général d'une agence régionale de santé, entre parenthèses ARS, et par le ministère des Affaires étrangères, dans le cas où des ressortissants français seraient impactés. Point. Ça va toujours? C'est très poétique. Oui, je vous avais prévenu, hein, c'est très poétique. Donc, à la ligne. Les réservistes sanitaires ont des profils très différents. Les réservistes sanitaires ont des profils très différents. Point. La réserve sanitaire est composée de 2 points. La réserve sanitaire est composée de 2 points. 62% de professionnels paramédicaux, 62% de professionnels paramédicaux, entre parenthèses, aides-soignants, virgule, infirmiers, virgule, infirmiers spécialisés, virgule, cadre de santé, fermez la parenthèse. Je répète, ouvrez la parenthèse, aide-soignant, virgule, infirmier, virgule, infirmier spécialisé, virgule, cadre de santé, fermez la parenthèse. Dominique, est-ce que ça va? Est-ce que je répète. Donc, 62% de professionnels paramédicaux, entre parenthèses, aides-soignants, virgule, infirmiers, virgule, infirmiers spécialisés, virgule, cadre de santé, fermez la parenthèse, et psychologue, point virgule. Et psychologue, point virgule. Nawel, je suis à 62. Tu es toujours à 62, Nawel, ou... Donc, je répète. Je répète pour Nawel. Ça fait vraiment très... Ça fait très prof, ça. Je répète pour Nawel, au 4e rang.
62% des professionnels, 62% de professionnels paramédicaux, entre parenthèses, aides-soignants, virgule, infirmiers, virgule, infirmiers spécialisés, virgule, cadre de santé, fermez la parenthèse, et psychologue. Mince, Christine, vous n'avez pas eu le temps d'écrire en écriture inclusive. Alors, je vais... Oui, alors c'est ça. Quand il y a les métiers, là, c'est... Donc, je le lis encore une fois. Je vais le relire encore une fois. Alors, 62% de professionnels paramédicaux. Entre parenthèses, aides-soignants, virgule. Infirmiers, virgule. Infirmiers spécialisés, virgule. Cadre de santé, fermez la parenthèse, et psychologue, point virgule. Christelle, chacun doit avoir son matériel. Ensuite, à la ligne, 28% de professionnels médicaux, virgule. « 28% de professionnels médicaux, virgule. Pharmaceutiques et scientifiques. Je répète, 28% de professionnels médicaux, virgule, pharmaceutiques et scientifiques. Entre parenthèses, sage-femme, sage-femme, virgule, médecin généraliste, virgule, pédiatre, virgule, infectiologue, virgule, chirurgien, virgule, épidémiologiste, 3 petits points. Fermez la parenthèse. Je vous relis ce paragraphe. 28% de professionnels médicaux, virgule, pharmaceutiques et scientifiques. Ouvrez la parenthèse. Sage-femme, virgule, médecin généraliste, virgule, pédiatre, virgule, médecin de santé publique, virgule, psychiatre, virgule, infectiologue, virgule, chirurgien, virgule, épidémiologiste, 3 petits points, fermez la parenthèse, point virgule, à la ligne. Alors, on continue. 9% de professionnels administratifs. 9% de professionnels administratifs. Ah, Christelle, c'est à ce moment-là qu'on y pense. Je suis une maîtresse très, très sévère. Hein. Je ne sais pas, est-ce que je dois arrêter tout? Je crois qu'on va continuer quand même. Non, c'est pas Christelle F. Christelle
Le cause. Le cause. Donc, 9% de professionnels administratifs. Entre parenthèses. Assistant de régulation médicale, virgule. Assistant de régulation médicale, virgule. Secrétaires médicaux, virgule. Directeur des soins, virgule. Directeur d'hôpitaux, 3 petits points, fermez la parenthèse, point virgule. Je relis ce paragraphe. 9% de professionnels administratifs, entre parenthèses, assistants de régulation médicale, virgule. Secrétaires médicaux, virgule. Directeur des soins, virgule. Directeur d'hôpitaux, 3 petits points, fermez la parenthèse, point virgule. Est-ce que tout le monde suit? Oui. Je suis complètement d'accord avec Christine, c'est très difficile. Je trouve ça très, très difficile. Alors, on continue. Donc, fermez la parenthèse, point virgule, à la ligne. 1% de professionnels techniques et médico-techniques. 1% de professionnels techniques et médico-techniques. Entre parenthèses, ambulancier, virgule, techniciens et ingénieurs biomédicaux, techniciens et ingénieurs biomédicaux, virgule, techniciens et ingénieurs sanitaires, 3 petits points. Techniciens et ingénieurs sanitaires, 3 petits points. Fermez la parenthèse. Point final. Je répète ce paragraphe. 1% de professionnels techniques et médico-techniques, entre parenthèses, ambulanciers, virgule, techniciens et ingénieurs biomédicaux, virgule, si je finis en chanson, je fais ça, et techniciens et ingénieurs sanitaires, 3 petits points, fermez la parenthèse, point final. Alors, est-ce que je vous relis tout depuis le début? C'est plus facile en musique. Je vais vous la chanter depuis le début. Elle est super, cette chanson. Ça va très bien marcher. Je relis depuis le début ou je la fais en chanson? C'est ça la question. Relecture. Alors, on y va. C'est parti. Santé publique France, en chanson. Très bien, je vais essayer. Et si vous craquez au bout de 5 minutes, je la lis normalement, ok? Santé publique France a pour mission de protéger la santé des populations. Point. Son objectif est de renforcer les capacités de coordination essentielles à la gestion de crise. Point. Pardon. C'est trop vite?
Je recommence en slow. Santé publique France a pour mission de protéger la santé des populations. Son objectif est de renforcer les capacités de coordination essentielles à la gestion de crise. Point. À la ligne. Pour remplir ses missions d'intervention, virgule, Santé publique France anime et coordonne la réserve sanitaire composée de 3800 professionnels de santé volontaires engagés. Virgule, tout métier confondu, deux points. Attention, c'est les métiers là, c'est chaud. Médecin, virgule, infirmier, virgule, aide-soignant, virgule, sage-femme, virgule, ambulancier, virgule, directeur d'hôpitaux, virgule, ingénieur sanitaire, virgule, etc. Et l'établissement pharmaceutique. Point à la ligne. La réserve sanitaire a été créée en 2007 suite à l'épidémie de chikungunya à La Réunion. La réserve sanitaire a été créée en 2007, suite à l'épidémie de chikungunya à La Réunion. Point. L'objectif de cette création était de disposer de professionnels de santé volontaires pouvant être mobilisés par l'État très rapidement en cas de situation sanitaire exceptionnelle. Point. La réserve sanitaire a ainsi en charge l'engagement, virgule, la formation, virgule, l'équipement et la mobilisation des réservistes sanitaires. Point. À la ligne. Elle peut être mobilisée par le ministère en charge de la santé, virgule, mais aussi sur demande du directeur général d'une agence régionale de santé, entre parenthèses, ARS, fermez la parenthèse, et par le ministère des Affaires étrangères, dans le cas où des ressortissants français seraient impactés. Point. À la ligne. Les réservistes sanitaires ont des profils très différents. Point. La réserve sanitaire est composée de 2 points à la ligne. 62% de professionnels paramédicaux, entre parenthèses, aides-soignants, virgule, infirmiers, virgule, infirmiers spécialisés, virgule, cadre de santé, fermez la parenthèse, et psychologue, virgule, à la ligne. 28% de professionnels médicaux, pharmaceutiques et scientifiques, entre parenthèses, sage-femme, virgule, médecin généraliste, virgule, pédiatre, virgule, médecin de santé publique, virgule,
psychiatre, virgule, infectiologue, virgule, chirurgien, virgule, épidémiologiste, 3 petits points, fermez la parenthèse, point virgule. C'était psychiatre, infectiologue, chirurgien, épidémiologiste. Et pédiatre avant, oui, bien sûr, il y avait pédiatre et psychiatre. Je peux vous le rechanter, ce petit passage, si vous voulez. 28% de professionnels médicaux, pharmaceutiques et scientifiques, entre parenthèses, sage-femme, virgule, médecin généraliste, virgule, pédiatre, virgule, médecin de santé publique, virgule, psychiatre, virgule, infectiologue, virgule, chirurgien, virgule, épidémiologiste, 3 petits points, fermez la parenthèse, point virgule, à la ligne. 9% de professionnels administratifs, entre parenthèses, assistants de régulation médicale, virgule, secrétaires médicaux, virgule, directeur de soins, virgule, directeur d'hôpitaux, 3 petits points, fermez la parenthèse, point virgule. Je recommence ce petit paragraphe. 9% de professionnels administratifs, entre parenthèses, assistants de régulation médicale, virgule, secrétaires médicaux, virgule, directeur de soins, virgule, directeur d'hôpitaux, 3 petits points, fermez la parenthèse, point virgule, à la ligne. 1% de professionnels techniques et médico-techniques, entre parenthèses, ambulanciers, virgule, technicien, virgule, non, pardon, pas de virgule, mince, j'ai dit n'importe quoi, ambulancier, virgule, technicien et ingénieurs biomédicaux, virgule, technicien et ingénieur sanitaire. 3 petits points, fermez la parenthèse, point final. Merci, un grand merci. Tiens, un tube. Bon, je pense que Santé publique France va demander les droits. Il faut s'attendre à faire un peu de business là sur ce coup-là. La première dictée médicale. Merci, merci beaucoup. Alors, c'était pas prévu. On va aller tout de suite vers le corrigé. Vous allez recevoir dans quelques instants dans votre boîte mail une proposition de correction qu'on va pouvoir commenter ensemble. Vous allez la recevoir dans quelques instants. Avant de passer au corrigé, merci Aurélie, on te retrouvera dans quelques minutes pour la correction. On va accueillir sur scène Brigitte Grésy. Brigitte Grésy, je vous laisse vous connecter. Alors Brigitte Grésy, le temps que vous vous connectiez, je vais vous présenter. Vous êtes la présidente du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. La lutte contre le sexisme ordinaire est quelque chose que vous connaissez, que vous traitez depuis longtemps, puisque le premier poste dans lequel cette dimension égalitaire était présent est déjà ancien pour vous. C'est un sujet sur lequel vous travaillez depuis déjà plusieurs années. Et vous êtes notamment présidente du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes depuis 1 an, à l'origine de ce guide pour une communication publique sans stéréotype de sexe qui, lui, date de quelques années déjà. Il a 4 ans, si mes informations sont bonnes. Alors, vous êtes partenaire de cet événement, vous étiez partenaire des éditions précédentes. La première question que j'ai envie de vous demander,
après vous avoir souhaité la bienvenue. C'est pourquoi? Bien, vous m'entendez bien là? On vous entend parfaitement. Alors déjà, moi, je me suis arraché les cheveux sur ingénieurs et professionnels paramédicaux, là, les adjectifs paramédicaux, médicaux. Il va falloir vraiment que je regarde le corriger. Alors, c'est vrai que le HCE est intégré dans cet exercice depuis longtemps. Le HCE, il a pour vocation de lutter contre le sexisme. Vous savez qu'on fait un rapport annuel sur l'état du sexisme en France. Et c'est vrai que le sexisme dans le langage, c'est un de nos sujets aussi très importants. Notre point de vue, c'est que évidemment, il faut rendre les femmes visibles. Hein, donc, c'est très important de jouer sur les représentations mentales. Et puis surtout, il y a aussi cette idée que pour pouvoir s'identifier dans tous les métiers, tous les postes, quels qu'ils soient, eh bien, il faut qu'il y ait des représentations sexuées des femmes dans la langue. Alors, on travaille sur ce sujet dès 2015, vous voyez, ça fait quand même 5 ans, hein, sur notre petit guide pour une communication publique sans stéréotype de sexe. C'était destiné aux structures publiques à l'époque, et ça l'est toujours d'ailleurs. Et nous avons, depuis 2015, 78 signatures. 78 signatures de structures publiques qui ont adopté ce guide. On a des universités, on a l'Assemblée nationale, le Conseil économique, social, environnemental, on a des ministères, la justice, l'intérieur, on a des associations. On a donc 78 structures, c'est quand même très important. Et notre point de vue, nous, dans ce guide, c'est évidemment de travailler sur ce qu'on appelle l'écriture inclusive. Alors, je me suis fait remonter les bretelles par Eliane qui m'a dit, mais comment les 2 points? Parce que dans notre guide, on dit les 2 points, donc citoyen, point E, on redouble N, etc. Et donc, moi, évidemment, je suis tout à fait d'accord pour une simplification de cette écriture inclusive, à tel point d'ailleurs que moi, je fais pas le point milieu, je fais le point en bas, ça va plus vite et peut-être que c'est pas bien du tout, qu'Eliane encore va me dire que c'est pas bien, mais voilà. Et donc, au-delà de ça, ce qui est très important pour nous, c'est de mettre moi je dis la marque du féminin, pas la féminisation, la marque du féminin dans les noms de métiers et de fonctions. On a eu une circulaire du Premier ministre en 2017 qui nous a dit très clairement qu'il fallait mettre la marque du féminin lors des nominations quand c'était une femme qui prenait un poste et à ce moment-là, on mettait la marque du féminin. C'est clair pour d'autres appellations de noms de métiers et de fonctions et c'est moins clair pour les appellations générales de groupe. Mais nous, en tant que HCE, on nous a autorisé à utiliser une écriture qui rend visibles les femmes. Et ce que je voulais dire, c'est que dans notre guide, on ne va pas seulement sur la notion d'écriture inclusive, mais on cherche également à dire aux structures publiques qu'il faut que dans les visuels, ils équilibrent aussi le nombre de femmes et d'hommes, qu'il faut que dans toutes les manifestations publiques, et notamment les colloques, et là, il y a de quoi faire en ce moment, on mette autant de femmes que d'hommes. Et donc, on a une vision qui va un petit peu au-delà de notre propos d'aujourd'hui. Donc, on va évidemment promouvoir votre guide. On va aussi peut-être adapter le nôtre, et notamment sur le redoublement, parce que actrice, ça va pas. Donc, on adopte sans problème le redoublement, les auteurs et les autrices, chaque fois que, effectivement, il ne suffit pas d'ajouter le suffixe E pour avoir la marque du féminin. Donc, on est pleinement engagé dans l'exercice parce que pour nous, la langue reflète le monde. Et moi, j'aime à dire qu'à partir du moment où je fais un article ou je sais pas quoi avec la marque du féminin, immédiatement, la scène s'anime, quoi. C'est-à-dire que voilà, la scène s'anime. Je vois des femmes, je vois des enfants, je vois des jeunes, je vois des vieux, je vois des hommes. On voit la diversité, on voit la population entière. Et pour moi, ça me semble essentiel. Et alors même que, parce que je suis grammairienne comme Eliane, j'avais quand même une petite répugnance pour l'accord
la règle de l'accord avec le mot le plus rapproché, j'ai décidé depuis, depuis quelque temps aussi de dire que vraiment on libérerait des populations entières d'élèves non épicènes, surtout si on a des maîtresses comme aujourd'hui. Alors là, vraiment, la dictée ne posera plus aucun problème. Et je pense qu'il faut aussi arrêter cette règle du masculin qui l'emporte sur le féminin et accorder avec le plus rapproché. On va pas compter le nombre et puis voilà, on accorde avec le plus rapproché. Alors ça, c'est vraiment pour moi une grande révolution culturelle parce que j'étais quand même genre bon élève qui applique les règles. Et j'aime bien votre approche d'attention, dire on n'est pas là pour mettre d'autres règles, on est là dans des marques d'attention pour rendre visibles les femmes et ça, moi, ça me va très bien. Donc, je suis de tout cœur avec vous et j'attends avec impatience ingénieurs et professionnels médicaux, paramédicaux et administratifs. Voilà. Merci à vous. Brigitte. Donc, on passe à la correction, Raphaël? Je pense que... Oui, on passe à la correction. C'est une information importante, Brigitte Grésy, je vous remercie vraiment. C'est une information importante, cette mise à jour du guide, parce que le travail qu'on mène avec Eliane depuis un moment, c'est justement de faire converger au maximum les référentiels, parce qu'on sait que en donnant des éléments clairs, stables et durables, on va faciliter cette appropriation. Et donc, on a nous-mêmes on a eu beaucoup de discussions avec Eliane ces 2 dernières années pour avoir des référentiels les plus proches possibles, nous au travers de ce manuel, Eliane au travers de ce qu'elle peut promouvoir, avec d'autres linguistes également. On peut mentionner Yannick Chevalier, par exemple, qui est également engagé sur ce terrain. Et ce que vous venez de nous dire est quelque chose d'important. Donc, on est à votre disposition et on sera heureuse et heureux de pouvoir travailler sur cette mise à jour du guide du HCE qui a été essentielle dans la légitimation de cette démarche. Merci. Alors oui, on va peut-être, ce que je vous propose, comme on a dépassé un petit peu le temps, on peut aller directement à la version suggérée et puis on prendra un certain nombre de questions. On rebondira au travers des exemples sur un certain nombre de questions qui ont pu être posées. Donc voilà, c'est la langue au chat. Vous avez maintenant la parole et on essaiera de réagir le plus possible à ce que vous nous écrirez. Alors, on a une première question. Le point médian est-il pris en charge par les logiciels de lecture pour les personnes aveugles, qu'elles puissent vraiment inclure tout le monde? Alors, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits sur ce sujet-là. On a un autre sujet qui est de la même nature, c'est est-ce que l'écriture inclusive est prise en charge en termes de SEO, de référencement naturel? Et en fait, on a aujourd'hui des expertises qui sont divergentes sur ces éléments-là. La réalité, c'est que les logiciels suivent... c'est d'abord une question de volonté. Il n'y a pas d'autonomie des logiciels. Donc, par exemple, Antidote, qui est un logiciel de correction orthographique, repère maintenant l'écriture inclusive dans la nouvelle version et ne la repérait pas dans la version précédente. Donc, en fait, est-ce qu'aujourd'hui, les logiciels de lecture pour les personnes aveugles prennent en charge l'écriture inclusive? Je ne sais pas exactement, mais je sais que c'est possible. On avait même participé, Eliane et Carole, vous vous en souvenez peut-être, il y a 2 ans à un hackathon où en un week-end, une personne avait développé un plugin qui permettait justement de se brancher sur la plupart des supports, des logiciels qui facilitent la lecture pour les personnes aveugles. Donc, ça ne me semble pas trop difficile. Je ne suis pas en mesure de répondre plus précisément à cette question-là. J'en profite, Raphaël, si tu réponds aux questions. Il y a une question sur la prise en charge par le clavier en fait du point médian, parce que Brigitte a évoqué le point bas, donc qui serait plus facile et effectivement à utiliser que le point médian. Est-ce qu'on a avancé là-dessus? Est-ce qu'il y a des opérateurs qui essayent de mettre en place le point médian plus facile? En fait, on va vivre une révolution culturelle sur les claviers bientôt, parce que l'AFNOR, et ça n'a rien à voir avec l'écriture inclusive au début, l'AFNOR va mettre à jour les claviers, c'est-à-dire que les claviers AZERTY vont pas mal évoluer dans les prochains mois. Il y a une mission de l'AFNOR sur la mise à jour de ces claviers qui va avoir comme incidence de faire apparaître le point milieu sur les claviers. Et donc bientôt, le point milieu sera disponible en 2 touches plutôt qu'en 4 touches, comme c'est le cas aujourd'hui. Et par ailleurs, on a sur le site écritureinclusive.fr la possibilité de télécharger un clavier où le point milieu est accessible en 1 touche. Donc, on peut le faire et c'est gratuit.
Et puis sinon, sur le blog de mots-clés, vous pourrez voir comment est-ce qu'on le fait sur iPhone, sur Linux, enfin sur les différents supports, comment est-ce qu'on peut configurer son clavier pour que ce soit facile et rapide d'utiliser l'écriture inclusive. Je vais d'ailleurs mettre tout de suite le lien dans le chat sur cet article. Moi si, est-ce qu'on m'entend là? Oui, c'est bon. On vous entend parfaitement. Oui, moi je suggère aussi d'utiliser la correction automatique. C'est-à-dire qu'on a tous et toutes dans nos logiciels un outil qui s'appelle correction orthographique. Il suffit de rentrer le point médian et puis lui mettre un raccourci clavier. Moi, par exemple, je me suis créé un raccourci avec 2 virgules. Et chaque fois que j'appuie, que je fais 2 virgules, j'ai un point médian qui apparaît. Donc, je n'ai aucune difficulté à obtenir ça en attendant que nos y mettent. Allez, je vous propose qu'on démarre la correction. Peut-être qu'on prendra d'autres questions au fur et à mesure. C'est parti. Santé publique France, je démarre, Raphaël, a pour mission de protéger la santé des populations. Alors, rien de particulier, si ce n'est le terme population quand même. Eliane, c'est intéressant de rebondir dessus. Alors, le mot population est un mot collectif qui n'est pas un nom de métier ou quoi que ce soit. Donc, il existe à son genre. C'est le genre féminin, ça ne pose aucun problème. Si c'était peuple, ça serait masculin. Mais c'est un de ces mots qui ne nous pose pas de problème du point de vue de l'égalité dans la langue française. Son objectif est de renforcer les capacités de coordination essentielles à la gestion de crise. C'est une phrase dans laquelle il n'y a rien à faire basculer en écriture inclusive. C'est évidemment l'occasion de vous dire qu'on a volontairement choisi un texte. Le choix de ce texte avait 2 motivations. La première, c'est un texte dans lequel il y a beaucoup d'occurrences à basculer en écriture inclusive, on va le voir, et vous vous en êtes, je pense, rendu compte. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on avait aussi envie de montrer comment est-ce que les institutions publiques peuvent participer à cette occultation. Tout à l'heure, quelqu'un partageait un article qui expliquait à quel point les professions médicales comptent un grand nombre de femmes sur le chat. Et en fait, ce texte d'une institution publique est complètement écrit dans sa version initiale au masculin générique. Et on trouvait ça intéressant d'attirer l'attention sur ce texte dans la période que nous traversons. Pour remplir son mission d'intervention, Santé publique France anime et coordonne la réserve sanitaire composée de 3800 professionnels de santé volontaires engagés, tous métiers confondus. Médecins, infirmiers, aides-soignantes, sages-femmes, ambulanciers, directeurs d'hôpitaux, ingénieurs sanitaires, etc. et l'établissement pharmaceutique. Pardon. Excusez-moi, je ne chante pas. Contrairement à Aurélie. Donc là, on est vraiment sur le texte très, très classique qu'on va trouver sur nos sites internet, un peu dans toutes les institutions, et où des adaptations sont nécessaires. J'imagine que vous en avez fait assez facilement. D'abord, on démarre peut-être sur le terme professionnel. Est-ce que la correction peut s'afficher? Parfait. Donc, avec là un point médian. Et on n'oublie pas, évidemment, quand on a ce point médian, d'accorder ensuite le participe passé ou l'adjectif, ici, donc engagé, avec un point médian aussi ES. Ensuite, on a toute la ribambelle donc, des noms de métiers. Et alors, plusieurs sont à débattre. Alors d'abord, moi, j'aime beaucoup l'explication j'espère que vous n'êtes pas tombé dans le piège, mais d'Eliane sur sage-femme, peut-être pourquoi laisser sage-femme et pas mettre sage-femme et homme ou quelque chose comme ça. Alors oui, il faut parler de sage-femme, bien sûr, parce que c'est un sujet qui remonte tout le temps, mais je voudrais d'abord parler de médecin, puisque dans l'histoire, dans la dictée, ça arrive avant.
Et je voudrais rappeler que historiquement, le mot médecine a existé, que d'un point de vue morphologique, il ne pose pas plus de problèmes que voisin, voisine, copain, copine et je ne sais pas, cousin, cousine. C'est un mot qui a été condamné, vertement condamné par les grammairiens. Il ne fallait pas appeler des femmes médecins, mais s'ils ne l'avaient pas fait, nous parlerions aujourd'hui de notre médecine qui nous a donné des antibiotiques et on ne ferait pas la confusion entre la médecine, la discipline et la médecine, la femme, puisque il y a beaucoup de mots homonymes en français et que c'est le contexte de la phrase qui signale, qui fait comprendre de quoi on parle. Alors ensuite, moi, j'aurais quelque chose à dire sur infirmier, infirmière, puisque moi, je propose que ça puisse être, si on veut, bien entendu, tout ceci est volontaire, hein, qu'on puisse mettre infirmier.es, parce que évidemment, il y a le problème de l'accent, mais en fait, dans la lecture, on le restitue mentalement sans problème. Et puis, bon, alors, aide-soignant ne pose aucun problème, c'est bien corrigé. Sage-femme. Alors, sage-femme, eh bien, oui, il faut savoir que le mot sage-femme s'applique aussi bien aux hommes qu'aux femmes, puisque dans l'expression sage-femme, le mot femme désigne la femme qui accouche, la personne qui accouche, et que l'autre homme désigne la personne qui sait faire dans un événement aussi délicat qu'un accouchement. Donc, aucun problème, sage-femme, c'est fait pour les hommes et c'est fait pour les femmes. Alors, on va faire, si vous voulez bien, avant de passer. Oui, pardon. Ouais, oui, dans le chat, il y a maïoticien qui revient à plusieurs reprises. Est-ce que, Eliane, vous utiliseriez maïoticien.n? Maïoticien est un comment dirais-je, une des marques de la sottise et de la nocivité de l'Académie française. La proposition du mot maïoticien date des années 80, lorsque la Commission européenne a imposé, enfin l'Europe a imposé que toutes les formations et tous les métiers soient ouverts aux deux sexes. En fait, c'était surtout fait pour faire tomber les derniers monopoles masculins, mais il y a un métier qui était 100% féminin, c'était le métier de sage-femme, et l'Académie s'est émue du fait que de pauvres hommes allaient être traités de sage-femme. Alors, ça montre à quel point, d'abord, ils ne s'intéressent que dans un sens, puisqu'ils se sont pas demandé est-ce que les femmes se sentent dévalorisées si on les appelle avec un nom masculin. Il n'y a que les hommes qui les intéressent. Et d'autre part, ils ne savaient pas ce que veut dire sage-femme. Alors, ils ont beaucoup insisté et donc ils ont créé le mot maïoticien, en ne proposant d'ailleurs jamais que les femmes soient dites maïoticiennes. Les femmes restaient des sages-femmes, c'est un peu des bonnes femmes, et les hommes devenaient des maïoticiens. Donc voilà, c'est un vrai poème que ce mot-là. Ils ont mis 15 ans à comprendre, la profession leur a expliqué, longtemps, ils n'écoutaient rien, ils ne voulaient absolument rien entendre, mais c'est fini, ils ne disent plus rien sur sage-femme. Ouais. C'est un exemple que j'utilise souvent en débat pour montrer que, en fait, l'idée que l'inconfort dans les mots peut entraîner un inconfort social, c'est quelque chose que les hommes ont souvent, eux, très bien compris au travers de cet exemple-là. Et que donc, pour les femmes qui hésitent à féminiser leur nom de métier, on a là une preuve patente du fait que dans les rares cas où ce sont plutôt les hommes qui s'estiment lésés, eh bien, ils ont très largement réussi à faire entendre leur voix à l'époque pour proposer une alternative. Préciser également qu'on parle dans cette dictée, c'est pour ça qu'il y a écrit version suggérée en haut, c'est parce que précisément on va vous proposer des suggestions de modifications, mais vous avez d'autres possibilités qui existent. Et on va d'ailleurs, lorsque ce sont les mêmes mots qui reviendront plus tard, rencontrer d'autres possibilités sur les mêmes mots. Il faut ici parler d'ingénieur. Ouais, on va revenir sur la slide précédente parce que là, on a passé trop. Oui, il y avait l'ingénieur. Ouais. Alors, ingénieur, effectivement, est un de ces mots qu'on peut, on peut faire un peu comme on veut, hein, d'abord, parce que le français est à nous, comme disent nos camarades linguistes. C'est le peuple qui tranche, c'est l'usage qui va trancher. Disons qu'ingénieur avec un E, ingénieur, donc, peut se concevoir, puisque
c'est un mot, c'est un nom de métier récent et que on ne peut pas le féminiser, enfin on peut difficilement, encore que, le féminiser en ingénieuse, puisque ingénieur c'est ingénieuse a comme fait masculin ingénieux. Donc on a un autre couple de mots qui désignent les humains. Donc il ne s'agit pas ici qu'on pourrait confondre je sais pas, un avocat et avocate, un fruit et un humain, ou médecine et médecine, un humain et une humaine, et une discipline. Voilà, on est ici dans un exemple où finalement ce est tout à fait acceptable, de même qu'on a supérieur, prieur, etc. Les féminins en E-U-R-E en français sont rares, mais c'est pas scandaleux. Simplement, il ne faut pas les utiliser enfin, de mon point de vue, il ne faut pas les utiliser quand il y a d'autres mots qui existent, qui sont très bien formés, qui fonctionnent très bien et où on entend bien le féminin. Hein. Donc, il y a des femmes ingénieurs aujourd'hui qui se disent ingénieuses, et si elles sont nombreuses à le faire, eh bien, elles imposeront ce mot. Le problème, c'est qu'on est dans une profession où les femmes sont minoritaires. Alors, les femmes féministes, en plus, elles sont encore plus minoritaires. Donc, c'est peut-être pas demain la veille que on va voir se normaliser ce mot ingénieuse. Voilà, le mot ingénieur est aussi le choix qui a été fait par l'école d'ingénieurs du CNAM, qui écrit ingénieur EUR.ES. Il va sans doute participer à la promotion dans les usages, dans la pratique de cette forme-là. On peut passer sur la slide suivante. Alors, dans cette phrase, pas de modification, chikungunya, c'était une référence à l'exercice classique de dictée, et on espère que vous avez su l'écrire. L'objectif de cette création était de disposer de professionnels de santé volontaires pouvant être mobilisés par l'État très rapidement en cas de situation sanitaire exceptionnelle. Là, on a de nouveau ce mot professionnel. Donc, on vous a montré dans la slide précédente qu'en fait, on pouvait mettre un point milieu parce que EL et E2L, eux, sont assez proches. On peut aussi rechercher une alternative épicène. Et ici, le mot personnel. L'objectif de cette création était de disposer de personnel de santé volontaire. Va nous permettre derrière de ne pas avoir à mettre aussi de point milieu sur le mobiliser. Donc, c'est une autre possibilité qui va vous permettre de ne pas recourir au point milieu tout en ayant une écriture totalement valable du point de vue de l'écriture inclusive. La réserve sanitaire a ainsi en charge l'engagement, la formation, l'équipement et la mobilisation des réservistes sanitaires. Ce terme réserviste, on ne l'a pas évoqué, mais c'est intéressant puisque finalement c'est un épicène. Oui, c'est un de ces mots qui sont valables pour les hommes et les femmes. Et ici, comme on n'a pas, sanitaire est aussi épicène, hein, c'est un adjectif également épicène, donc on n'a pas d'intervention à faire. Voilà, c'est nickel. Alors, je vois la réaction de Marie Pérez sur personnel n'a pas la même connotation que professionnel sur le chat. Alors justement, on veut vous laisser apprécier ça. C'est pour ça qu'on parle d'une version suggérée. C'est pour ça que dans le premier exemple, on vous a montré EL.LES et puis cette fois-ci personnel. Chacune aura sa sensibilité en fonction du contexte, de l'institution pour laquelle vous écrivez. Vous pourrez considérer ou non que ces deux mots peuvent être utilisés alternativement. C'est une possibilité qui semble possible par définition, puisque c'est une possibilité, mais peut-être que vous considérerez dans certains contextes qu'il ne faut pas le faire. On vous laisse l'apprécier. Oui, je pense que dans chaque contexte, on sait quels sont les bons synonymes. Et évidemment, si c'est pas le bon, ben il faut pas l'utiliser. Hein. Il faut tourner la phrase d'une manière qui représente vraiment ce qu'on a envie de dire. On a ensuite donc dernière phrase, une phrase qui est de mon point de vue la plus emblématique de l'occultation de l'accession par des femmes à des positions qui sont des positions dans la haute administration publique, puisque là on a un directeur général d'une ARS et donc en fait l'institution met en scène, c'est l'idée que cette fonction ne peut être occupée que par un homme. Et donc l'écriture inclusive va ici jouer à plein pour rendre visible l'autre possibilité, et donc c'est typiquement un endroit où j'insisterai par l'utilisation des deux mots plutôt que par une autre option du directeur ou de la directrice générale.
On utilisera ici, parce que c'est ce qui vient la plus naturellement, l'accord de proximité. On accordera général avec directrice. Et Liane, cet accord de proximité, c'est quelque chose sur lequel tu as des choses à nous dire. J'ai bien envie de t'écouter sur ce point. Disons que c'est la manière dont l'ancienne langue, nos ancêtres résolvaient le problème quand effectivement on a plusieurs mots qui doivent être accordés avec un adjectif ou un participe passé. Nos ancêtres se posaient beaucoup moins de questions que nous. Soit ils accordaient avec le dernier mot qui a été prononcé ou qui a été écrit, comme c'est bien montré ici, le directeur ou la directrice générale, c'est tout à fait spontané, c'est tout à fait naturel. Tout le monde comprend que général se reporte aussi bien à directeur qu'à directrice. Et puis, il y avait d'autres manières il y avait d'autres types d'accords, mais qui ne se posent pas ici du tout, qui sont lorsqu'il y a un des mots de l'énumération qui est beaucoup plus représenté que l'autre ou qui a une valeur plus importante que l'autre. Et dans ce cas, on faisait des accords au choix, comme on appelle des accords au choix, des accords jugés, pensés, mais ce n'est pas le cas. Ici, le plus spontané, le plus logique, c'est l'accord de proximité. Alors, je vois beaucoup de réactions sur directeur ou directrice générale. Donc, sur la majuscule, on a respecté le texte tel qu'il a été écrit par l'institution. L'institution a mis une majuscule à directeur et donc on l'a gardé. 2, on peut en effet remplacer peut-être par la direction générale, c'est-à-dire par une reformulation englobante. Mais d'abord, il faut se poser la question de la justesse, parce que ce texte a peut-être une valeur réglementaire, et s'il précise le directeur général, c'est peut-être pas pour rien. Mais surtout, on viendrait là, de mon point de vue en tout cas, occulter le fait que cette position peut être occupée par une femme. Et donc, pour moi, c'est justement, je préférerais à titre personnel l'énumération, même si l'autre version est possible. Et enfin, directeur.ris n'est, de notre point de vue, pas valable en écriture inclusive parce que précisément, les deux suffixes sont trop éloignés et qu'on trouve que ça prête le flanc à toutes les critiques portant sur la lisibilité, sur la fluidité de lecture, etc. C'est pour ça qu'on limite l'utilisation du point milieu aux mots dont la forme masculine et féminine est suffisamment proche. Directeur et directrice, ça nous semble de ce point de vue trop éloigné. Si je peux ajouter quelque chose, c'est pas seulement parce qu'il y a des critiques qui se sont élevées que on reculerait en disant il faut pas le faire. Moi, je n'ai jamais été d'accord pour directeur RIS ou pour directeur TRIS, car il y a une différence entre ces deux mots et enseignant, enseignante ou enfin les termes professionnels qu'on a vu, professionnel qu'on a vu avant. La différence, c'est que dans un cas, il n'y a qu'un ajout, c'est-à-dire que le mot masculin est entier, on le voit en entier. On voit également le mot féminin en entier parce que le mot féminin consiste à ajouter une lettre ou deux. Dans l'autre cas, il s'agit d'une substitution. On doit substituer, en passant du féminin au masculin, une finale à l'autre. Donc, on a le mot masculin en entier et ensuite on a un morceau de mots féminins, la finale. Je trouve que idéologiquement ça va pas, que les femmes soient en morceaux et que le féminin soit en morceaux. Et par ailleurs, c'est plus difficile à la lecture. Effectivement. Or, notre propos, notre projet politique, si je puis dire, c'est que cette langue soit parfaitement facile à comprendre. C'est très facile de comprendre professionnel ou historien, historienne, alors que turtrice, vif, vive, etc. Ces mots-là ils ont des finales compliqués, enfin, ils ont des différences, de vraies différences de terminaison. Il faut les écrire en entier. C'est du moins notre point de vue. Ouais. Dernière partie de cette phrase, des ressortissants français seraient impactés. Alors, on a une possibilité qui est d'utiliser un point médian, à ressortissant, à français et à impacté. Pour essayer de ne pas en avoir 3 sur 4 mots, on pourra par exemple faire une légère reformulation dans le cas où nos ressortissants.es seraient impactés. Et dans ce cas, on en a déjà plus que 2. Peut-être que d'autres formulations aussi sont possibles et permettraient d'avoir quelque chose d'encore plus fluide à la lecture.
Si on peut afficher directement peut-être les corrections pour accélérer un petit peu. Là, on vous a fait d'autres propositions entre personnel et personnes du paramédical pour pas rester finalement sur le professionnel avec un point médian. Et puis sur la question aussi des infirmiers, infirmières. On a choisi aussi une double flexion, mais comme le disait tout à l'heure Raphaël, c'est vraiment au choix de chacun, chacune. Après, oui, et on voit aussi là que infirmières et infirmiers spécialisés, on a fait un accord de proximité. Donc, d'abord, on a mis en ordre alphabétique, infirmière arrive avant infirmier, c'est objectif, voilà, il y a rien à dire. Et ensuite, comme c'est infirmier qui est tombé le dernier, eh ben, spécialisé est au masculin. Ça évite, on peut éviter, vous voyez, un point médian avec ça. Hein. Ouais. Alors, je vois Agnès, on pouvait écrire en effet femmes et hommes professionnels. C'est peut-être une formulation un peu plus pesante, mais du point de vue de l'écriture inclusive, si cette formulation a votre préférence, elle serait tout à fait valable. D'autant que ce genre de texte qu'on a là, et on les retrouve dans les règlements intérieurs, etc. C'est pas de la poésie, c'est pas des romans, c'est même pas un article scientifique ou un article journalistique. Ce qui est visé dans ce type de texte, c'est la justesse. Donc, soyons le plus juste possible, et s'il faut un mot de plus, quelle importance, hein, ce ne sont pas des textes où il faut être concis, où on est contraint en place, etc. Visons la justesse. Voilà. Et puis, on a ensuite une longue litanie à nouveau de noms de métiers qui a été formidablement chanté tout à l'heure. On ne va pas y revenir, peut-être attirer votre attention sur le fait qu'on a là quelque chose qui, de mon point de vue, dans ma pratique, dans mon expérience, me semble assez représentatif. C'est-à-dire que beaucoup de noms de métiers se trouvent être épicènes de par leur nature. Et on en a ici un certain nombre, infectiologues, épidémiologistes, mais aussi pédiatres, mais aussi cadres de santé. En fait, on a cette chance en français qu'un certain nombre de mots se trouvent être spontanément épicènes, et donc c'est parfois assez commode lorsqu'on a à faire passer un texte en écriture inclusive. Ça vaut le coup de se poser la question de est-ce qu'une reformulation épicène existe, parce qu'elle existe souvent. Et peut-être un tout petit mot, parce que je vois agent.e, et c'est vrai que ça fait partie des termes, notamment la mairie de Paris, avec une campagne d'affichage agent.e, avait été très critiquée, où on entend encore ces arguments, mais c'est pas beau. Eliane, quel truc pour répondre au c'est pas beau? Alors, agente est tout à fait normal. Ça fait partie, encore une fois, de ces termes qui sont très très vieux, au masculin comme au féminin. Simplement, chaque fois qu'on nous dit que c'est pas beau, ou que les gens tiquent, ou qu'on se demande si on va pouvoir le dire, etc., demandons-nous de quoi nous parlons. On ne parle jamais de coiffeur, coiffeuse, on ne parle jamais de livreur, livreuse, on ne parle jamais je ne sais pas moi, de traducteur, de traductrice. On parle toujours de termes qui ont été identifiés à des fonctions masculines ou qui l'ont non seulement identifiés, mais qui ont été construits comme des métiers masculins que les femmes ne pouvaient pas faire. Les femmes n'ont pu entrer dans la fonction publique qu'à partir de la fin du 19e siècle et pour tous les métiers supérieurs au milieu du 20e siècle. Donc notre problème est seulement là. Notre problème est seulement là, il est politique, il est historique, mais il n'est pas linguistique. Donc, agent, c'est toujours, c'est très bien. Et il faut demander aux gens qui trouvent ça pas beau, quels sont les autres mots qu'ils trouvent pas beaux. Et en général, on retombe sur des féminins, de profession où les femmes sont entrées il y a peu de temps. Ouais. La perle sur ce sujet, c'est quand même l'intervention médiatique de Bernard Pivot il y a quelques années, qui avait dit qu'il n'aimait pas écrivaine parce qu'il y avait veine dedans, ne se rendant pas compte que dans écrivain, il y avait le mot vin. On montre bien que la formation et la manière dont on ressent un mot est quelque chose de totalement subjectif et qui peut rendre aveugle sur quelque chose qui sauterait aux yeux d'un enfant. Sourd plus exactement. Et sourd. Alors, il y a beaucoup de questions sur le chat. Donc, on peut peut-être y répondre rapidement. Comment est-ce qu'on accorde médicaux lorsqu'on écrit agent.es? C'est difficile. On va à cet endroit-là essayer d'être
à droite et à droite, et donc on évitera sans doute, en tous les cas pour ma part, j'utiliserai à cet endroit-là l'accord de proximité comme ça a été fait là, mais c'est vrai que si j'utilise un point milieu, ça deviendra tout de suite plus compliqué. Est-ce que Eliane, toi tu as une solution? Si on avait écrit agent.es, est-ce qu'on aurait dû mettre médicaux ou médical après? Alors, peut-être il faut se demander comment on le dirait à l'oral. Et à l'oral, on dirait des agentes et des agents médicaux, me semble-t-il. Ouais, c'est une possibilité. Voilà, c'est une possibilité. Ensuite, à l'écrit, on se débrouille. Enfin, on voit comment comment on est parti, comment on a envie de résoudre le problème. Moi, je trouve souvent que c'est mieux de peut-être. Enfin, ça dépend. Ça dépend. On fait un peu comme on veut, comme on le sent, en faisant soit on redouble l'abréviation, hein, sur l'adjectif qu'on accorde, soit on fait l'accord de proximité, et l'accord de proximité, ça dépend comment on l'a écrit, quoi, ou comment on le prononcerait. Voilà, et chirurgienne et chirurgien pourraient tout à fait s'écrire pour le coup, chirurgien.nes. Ah oui. Ça, ce serait tout à fait possible. Moi, à titre personnel, j'aime bien sur les métiers qui sont prestigieux, traditionnellement, qui sont considérés comme élevés dans la hiérarchie sociale française, insister par la double flexion sur le fait que ces positions peuvent être occupées par des femmes ou par des hommes. C'est pour ça qu'on vous propose ça, mais l'autre version serait tout à fait possible. C'est là un choix personnel. Tout à fait. Alors, on a. Voilà, alors on va terminer. Eliane, vas-y, hein, si tu veux. Non, c'est les mêmes problèmes qu'on a déjà vus. Donc, on a les mêmes solutions. Hein. Ici, on voit que le personnel administratif est bien commode pour ne pas avoir à se poser la question du administratif et administrative. Donc là, typiquement, voilà. Ça vaut le coup. Et puis, sur la dernière partie, on voulait vous montrer plusieurs possibilités. On peut peut-être passer sur les 1%, là, la dernière partie de la phrase. Donc là, typiquement, on a des noms composés, professionnels techniques et médico-techniques, techniciens et ingénieurs biomédicaux. Donc voilà différentes options. On a une option assez commode qui va consister à remplacer l'adjectif par l'expression du biomédical. Donc, plutôt que de dire technicien et ingénieur biomédicaux et biomédical, on pourra mettre technicien.es et ingénieur.es du biomédical, ce qui est tout à fait valable du point de vue du sens et qui va éviter d'avoir à se poser la question, qui fait qu'on va éviter d'avoir à se poser la question. Oui, c'est tout à fait valable, je suis d'accord avec toi. Notre problème ici étant que, enfin, la question ici étant que ce n'est pas les adjectifs qui posent problème, puisque technique et médico-technique, normalement, ça pose pas de problème. Donc, notre problème, il est juste de résoudre le professionnel. Hein. Oui, je suis sur l'exemple d'en dessous, sur technicien et ingénieur du biomédical. L'exemple d'en dessous, il est sanitaire. Alors, c'est biomédicaux qui posent problème. Oui. Donc là, on fait une reformulation. Et à nouveau, sanitaire ne pose aucun problème. Voilà. Et Carole, je te laisse peut-être le dernier mot sur le dernier bout de phrase, parce que c'est quelque chose auquel tu as souvent recours dans ta pratique professionnelle, tu nous disais. Tu peux nous expliquer la manière dont tu as infléchi la phrase? La petite ruse, les membres des pôles d'intérêt. En fait, c'est de finalement procéder plutôt par catégorie, parce que le plus gros problème finalement de ces textes, souvent, c'est d'énumérer les métiers. Est-ce qu'on a réellement besoin d'énumérer sans cesse les métiers? Là, c'était pendant la crise Covid, c'était la caricature. Les posts LinkedIn à n'en plus finir à remercier. Nous remercions. Alors pour nous, c'était les gardiens, les techniciens de ceci, les machins. C'est super lourdingue. Donc le plus simple finalement, c'est peut-être de dire nous remercions les pôles de proximité, nous remercions la gestion, enfin d'englober finalement tous les métiers en les catégorisant, c'est moins lourd. Voilà, donc c'est pour ça que là j'avais effectivement proposé les pôles d'ingénierie, et j'en profite comme j'ai la parole. J'ai vu le débat là sur Française dans le chat. Effectivement, on avait fait le choix, si on peut revenir un tout petit peu en arrière, dans le cas où des ressortissants français seraient impactés. Effectivement, on a mis nos ressortissants pour enlever un mot. C'est là aussi quand on dit qu'il faut se sentir libre, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément obligé de dire français à partir du moment où il y a le no. Ça veut vraiment dire que oui, ce sont les nôtres, quoi, les Français. Mais sinon, effectivement, on pourrait tout à fait avoir des ressortissants .es, français.es et seraient impactés .es. Moi, j'évite vraiment
d'avoir 3 points médians dans une même phrase, parce qu'alors là, bon, j'en ai été victime, c'est là qu'on se fait emplafonner, excusez-moi de l'expression, mais il faut vraiment aussi être un petit peu rusé, parce que les choses ont tellement avancé pendant 3 ans grâce à des petites diversions, des façons de faire un peu aussi discrètes, que je me dis que ça vaut le coup de temps en temps de se retenir sur le point médian. Et c'est là aussi quand on a quand on a un enchaînement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas juste un mot à accorder, mais qu'il y en a plusieurs, c'est là aussi que l'accord de proximité rend des services. Par exemple, ici, il suffit de dire des ressortissants et des ressortissantes et des ressortissants. Donc là, on l'écrit, on le dit en entier, les 2 mots, et ensuite on fait l'accord de proximité. Donc ça donne des ressortissantes et ressortissants français seraient impactés au masculin. Parfait. Mais c'est juste, on est dans l'ancien système, si vous voulez, mais non, parce qu'on a bien mis le mot ressortissante, donc on sait qu'elles n'ont pas été invisibilisées. Parfait. Voilà, on est arrivé au bout de cette version suggérée. On a essayé encore une fois, de choisir un texte dans lequel il y avait beaucoup d'occurrences et de vous montrer la grande diversité de possibilités. On vous laisse évidemment cheminer, faire votre propre réflexion. Moi, ça m'intéresse de savoir, est-ce que parmi les personnes qui sont avec nous, certaines ont fait 0 faute. Vous pouvez partager avec nous sur le chat. Et puis, pendant ce temps, je vais demander à Aurélie de bien vouloir nous retrouver sur scène à nouveau. Alors, est-ce que certains ou certaines d'entre vous n'ont fait aucune faute? Il y a eu une seule faute à médecin.e. On réclame Aurélie à nouveau. Et à propos de médecins, on parlait hier et d'autres l'ont dit dans la discussion. Oui, s'il n'y avait pas médecin, on pourrait mettre docteur et doctoresse, sachant que le féminin de docteur est doctoresse et qu'il faut le revaloriser aussi et qu'il a été dévalorisé pour les mêmes raisons que les autres mots mis dans le placard. Ok. Alors, il n'y a pas grand monde qui réagit sur le 0 faute. Est-ce que certaines ou certains d'entre vous ont fait moins de 3 fautes, par exemple, disons 3 occurrences qui n'ont pas été vues, qui n'auraient pas été vues? Ah, grosse faute avec un génial. Merci Aurélie de nous avoir retrouvés. Et merci pour ce moment génial tout à l'heure de lecture puis de lecture en chanson sur différents tempos en plus. Alors, toi, tu penses comment tu t'es retrouvé dans cet exercice? Tu as trouvé ça difficile ou pas, finalement? Moi, j'ai trouvé ça à la bonne place, franchement. J'ai trouvé ça très, très difficile et j'ai trouvé ça passionnant. Tout ce que vous expliquiez et voilà, bon, je trouve que le mouvement qui s'opère et la simplicité avec laquelle vous nous guidez, tout d'un coup semble assez évidente. Alors j'espère que je vais réussir à faire attention et à suivre, parce que c'est pas évident. On a été tellement... on nous a pas appris les choses comme ça, donc il y a plein de mouvements à faire. Ça sera peut-être beaucoup plus simple pour nos enfants, mais je trouve ça merveilleux voilà, de réinventer les choses de façon beaucoup plus équilibrée. Et merci beaucoup voilà, de rendre ces choses-là assez évidentes finalement. Raphaël, je vais passer au remerciement peut-être de l'équipe, parce que là on est sur scène, mais en fait il y a des personnes derrière, des jeunes femmes talentueuses de l'équipe à la fois de mots-clés, de l'équipe de Comment, dont je voudrais les remercier, Marie-Laure, Alice, Claire, Audrey, je dois en oublier. Voilà, et surtout, je voudrais aussi remercier le réseau aussi, Toutes Femmes, Toutes Communicantes. Tout le monde était là derrière les claviers. Je remercie grandement Eliane Viennot, qui est toujours là dans nos événements, qui a une façon effectivement très, très limpide d'expliquer les choses. En fait, Eliane, j'aurais tout le temps envie de proposer que vous interveniez dans nos COMEX, etc., parce que
c'est quand même laborieux pour nous, mais je sais que c'est pas possible, et puis ce serait un petit peu étonnant pour les patrons et les patronnes. Et puis merci aussi à Brigitte Grésy, ça fait énormément avancer les choses d'avoir ces chartes. Ça peut sembler un peu faible, une charte, et en fait pas du tout. Nous, ça nous permet dans les entreprises aussi de nous appuyer dessus, de dire le HCE a promu ça, tel secteur d'activité utilise l'écriture inclusive, on ne peut pas faire autrement, et de pousser les choses. Voilà, donc un grand merci à toutes et à tous. Raphaël, je te remercie sincèrement, parce que sans toi, cette dictée n'existerait pas. C'est la 3e, on était dans un contexte un peu compliqué et on s'est dit on l'a fait quand même, bravo. Et donc il me reste à remercier Aurélie, parce que chapeau d'avoir lu et chanté ce texte quand même, on ne peut plus pénible. Je suis pas prête d'aller travailler à la santé, et donc en plus Aurélie vous l'a réclamé, nous a dit que effectivement elle pourrait peut-être nous chanter quelque chose, et même quelque chose que nous n'avons jamais entendu, inspiré manifestement du confinement, c'est ça? Oui, alors peut-être que ceux qui m'ont suivi sur mes réseaux sociaux l'ont entendu, parce que je l'ai joué comme ça un petit peu, mais c'est une chanson que j'ai écrite pendant le confinement. Alors avant de la commencer, je voulais vous poser une question Je me suis demandé si les langues, comme l'anglais, où il y a moins ce rapport de féminin, masculin, comment est-ce qu'ils vont faire pour mettre un peu plus d'égalité, et est-ce qu'il y a plus d'égalité dans les pays où le masculin, féminin est moins présent? Je peux répondre, c'est une question qui m'est souvent posée, donc je peux répondre déjà pour ma part. En fait, il y a deux éléments différents dans cette question. La première chose, c'est que ce que ça permet d'observer, de regarder d'autres langues, et en particulier l'anglais que tu cites, c'est à quel point les résistances sont importantes dans le français de France. Parce qu'en fait, en anglais, on n'a aucun problème à remplacer spokesman par spokesperson, à remplacer chairman par chairperson, à remplacer fireman par firefighter, et à écrire dans les articles scientifiques pour référer à la figure de l'écrivain, par exemple, writer, et en mettant à la ligne d'après he or she, pour dire que cette figure d'écrivain ou d'écrivante peut être une femme ou un homme. Et en fait, ce sont des choses qui sont entrées dans les mœurs en 10 ans, là où en France, on a des débats interminables sur cette question-là. Donc en fait, ce que ça montre d'étudier l'anglais, c'est combien cette chose peut paraître évidente dans d'autres langues dès lors qu'elle est pointée du doigt. Et comment les usages évoluent vite. On peut même regarder le français parlé en dehors de France. En fait, moi, j'interviens régulièrement en Belgique sur ce sujet, et en fait, c'est pour moi à chaque fois un bol d'air énorme que de me rendre compte à quel point ce sujet-là tombe sous le sens pour nos amis belges dans la plupart des cas, et combien les crispations, les résistances sont moins fortes dans la francophonie ailleurs. Quant à la question de savoir si la société est plus égalitaire dans les langues, dans les sociétés où la langue l'est davantage que dans le français, en fait, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que l'écriture inclusive, c'est une condition nécessaire à l'égalité, ce n'est pas une condition suffisante. C'est-à-dire que, en fait, en utilisant l'écriture inclusive, on se rend compte que certaines fonctions peuvent être occupées par des femmes ou par des hommes. On redonne de la visibilité aux femmes qui occupent ces positions, à la réalité sociale qui, elle, est mixte. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'y a pas de mécaniques inégalitaires qui sont à l'œuvre dans la société. Donc l'écriture inclusive, c'est pour nous une condition nécessaire, la manière de faire changer les mentalités. Il y a évidemment d'autres choses à faire pour les faire progresser. Bon, attention, parce que le live storm nous limite dans le temps, donc on veut oui, alors on va terminer, il nous reste 5 minutes, et comme on a très envie de Aurélie, peut-être avant de te laisser chanter, je crois qu'on a une ou deux dernières slides sur les infos pour la suite, je vais les passer très vite. Donc vous avez reçu le corrigé dans le livret qui est déjà disponible dans votre boîte email, c'est ce qui s'affiche maintenant, et puis on veut aussi, je vois que dans les réactions, il y a plusieurs questions. Vous pourrez accéder au replay dans quelques minutes, vous pourrez le partager sur les réseaux sociaux. Et si vous n'avez pas envie d'entendre la 4e dictée d'écriture inclusive qui aura lieu l'année prochaine, vous pouvez inviter vos proches à participer à un atelier d'initiation à l'écriture inclusive qu'on organise chaque mois. Le prochain est le 3 juin. Et puis, si vous avez envie d'engager le changement au sein de votre organisation, vous pouvez également télécharger un petit support qui vous expliquera comment procéder. Vous pouvez enfin demander et ce sera dans ce cas complètement gratuit à toute femme, tout communicant, d'intervenir au sein de votre organisation pour faire découvrir le kit pour une communication non sexiste. On sera ravis de venir également vous présenter si vous le souhaitez.
place au live. On va quitter la scène à nouveau, Aurélie, et te laisser le dernier mot. Peut-être dire, et je me tairai cette fois-ci définitivement, que vous avez également la possibilité, si on s'était retrouvé en vrai, comme c'était le cas les années précédentes, on vous aurait invité à boire un pot. Et donc, on va vous envoyer un lien sur votre boîte mail avec un Zoom sur lequel on vous propose à celles et ceux qui le veulent de se joindre à un after qui se fera par visio et donc qui nous permettra de suivre. Il s'affiche également dans le chat. Je me retire cette fois-ci et je te remercie encore beaucoup pour cette intervention géniale. Merci. Ce matin, j'ai entendu qu'on fermait la baie de Rio. Moi, je n'ai jamais vu comme le chantait Nino. Pourtant, j'en ai pleuré des larmes de crocodile. Si loin, si près, Picard et le Brésil. Ça, ensemble, c'est fou comme solitude nous rassemble. Vivant ta peau, vivant ta voix. Ça, ensemble, qu'un vent nouveau nous rassemble. Vivant ta bouche, vivant tes bras. Je me perds dans les limbes où le temps me mange. Hier ou demain, au fond, rien ne change. Mais le soir, quand à la fenêtre, on entend la rumeur, nos voix, nos bras, nos gestes, tendus vers ceux qui ne comptent plus les heures. On se sent moins seul ensemble. C'est fou, fou comme solitude nous rassemble. Vivant ta peau, vivant ta voix. Moins seul ensemble, qu'un vent nouveau nous rassemble. Vivant ta bouche, vivant tes bras. Mon inconnu, quand on s'embrassera. Bon, bah voilà, je vous embrasse.